Merci d'être si nombreux pour cette présentation. Donc ça fait suite à ce qu'on a fait ce matin en plénière. Et on a expliqué plein de belles choses. Maintenant, on va les montrer. On va essayer de les montrer et de ne pas avoir trop d'effets de démo. Donc on a Anthony qui va vous faire une présentation d'un pipeline de CI/CD qui déploie des Kubernetes pour le coup en Rancher. En l'occurrence sur une infra OpenStack, donc en infra as code, il va vous expliquer tout ça, et sur Azure également. Et puis au bout de 15 minutes, on fera un petit switch de PC pour Christian qui va nous faire une démonstration de déploiement d'ajout d'un node dans un cluster Kubernetes via de l'Ansible, etc. Un cluster OpenShift. Voilà. Je prends pas trop de temps, je passe tout de suite le micro qui marche à Anthony. Merci Samuel, ouais, ça fonctionne. Du coup, je vais commencer par la démo je vais commencer par faire la merge request, parce que ça prend du temps de déployer le cluster, et je vous explique tout de suite en quoi ça consiste. C'est bon, il n'y a pas d'effet démo. Voilà. Donc en gros, j'ai simulé en fait un patch pour le module de déploiement de Kubernetes qui permet de déployer en one click à travers, du coup, je reviens sur les slides. Donc à travers notre portal, donc on a un portal fait par Antemeta qui permet d'effectuer des actions sur notre cloud, donc sur Arcana Dynamic Cloud. Donc c'est le cloud OpenStack que Samuel vous a introduit, donc qui est basé sur la solution Red Hat OpenStack Platform. Et du coup, là, ce que je vous propose, c'est de simuler donc une évolution du module qui crée les clusters à travers Portal. Et donc, les clusters vont être... donc, à travers Portal, on peut créer des modules, on peut créer des clusters Kubernetes dans notre cloud et aussi dans Azure. Donc, le but, c'est au niveau du patch, donc la merge request est validée, directement, donc des pods sont créés dans notre cluster, donc la solution est basée sur GitLab. Donc il y a 2 pipelines qui sont déclenchés. Un qui va créer l'environnement dans Azure, l'autre dans ADC, dans le cloud d'Antemeta. Avant de créer le déploiement, on va récupérer les secrets. Donc pour la partie DevOps, on ne stocke pas de secrets dans notre code, donc il faut récupérer tous les secrets d'authentification et de notre back-end, etc. Une fois qu'on a récupéré toutes ces informations propres au client, on va pouvoir déployer notre infrastructure. Donc on va tester en fait dans ADC, on va déployer un cluster de 3 nœuds. Dans Azure, donc on déploie un cluster de 1 nœud, donc AKS. Ces déploiements en fait, ils sont faits avec le couple Ansible Terraform. Donc il y a les fichiers templétisés en fait, cibles qui sont produits par Ansible, qui vont être injectés dans Terraform pour déployer cet environnement. D'ailleurs, je vais regarder où ça en est au niveau du, au niveau du déploiement. Donc, au niveau... On va suivre en fait le pipeline. Donc on a bien les 2 tâches que je vous parlais. Et du coup, au niveau de l'évolution, donc on a les... D'accord, il faut que je refresh au niveau du portal. C'est l'effet démo. Donc on a bien les 3 nœuds, c'est pas un tour de passe-passe. On a bien les 3 VM qui ont été créés donc, dans notre cloud. On peut suivre l'évolution du déploiement dans Rancher directement. Et pour la partie Azure, on croise les doigts, c'est bon. Donc on a bien le cluster AKS qui a été créé, enfin qui est en cours de création, excusez-moi. Donc là on est dans la tâche de déploiement. Donc ça en fait c'est ce que propose Portal. Nous, pour vérifier qu'on n'a pas eu de régression au niveau du déploiement,
Bon, ça c'est la partie du coup artefact. Donc au niveau de notre backend, on va exporter le fichier tfstate de Terraform et en même temps le kubeconfig pour que Portal puisse aller chercher le fichier et que le client puisse accéder à son cluster. Et du coup, la suite au niveau du pipeline, c'est de télécharger le kubectl en latest fourni par Google et de déployer en fait un Nginx dans chaque cluster. Comme ça, on s'assure du coup que le cluster est bien fonctionnel, qu'on n'a pas eu de régression dans ce qu'on vient de pousser. Et une fois que ce test est validé, on va détruire le cluster. Et automatiquement, du coup, donc, on va avoir le résultat. Si le résultat s'avère concluant, on va pouvoir accepter la merge request, ça va passer sur la branche master, et là, il y a un deuxième pipeline qui va se déclencher pour pousser nos modifications à travers, du coup, une branche preview. Et à travers ça, en fait, on pourra faire du canary deployment. Portal va pouvoir aiguiller certains utilisateurs vers la nouvelle version. Et une fois que cette version est validée par des tests fonctionnels, donc on pourra automatiquement pousser cette évolution sur le contenu, la version finale de Portal. Donc ça va prendre du temps. Je pense qu'il n'y a pas forcément on peut suivre l'évolution pour voir où ça en est. Donc là, ouais, les fails, c'est normal. En fait, on retry, on attend que le cluster soit up. Donc si on suit dans Rancher, ouais, il y a encore les images qui sont en train d'être poussées. Au niveau du coup du temps, ouais, on est sur à peu près 8 minutes de déploiement d'un cluster dans ADC, d'un cluster de 3 nœuds. Et donc dans Azure, ça peut aller jusqu'à 15-20 minutes, donc la création plus après la suppression. J'avais lancé du coup en prévision un pipeline juste avant la démo pour vous montrer en fait un autre patch. C'est pareil, c'est juste pour simuler, pour vous montrer un peu le workflow. Donc les pipelines, in fine, donc on a les résultats. Donc on peut voir si on regarde dans le fond, donc on a l'exécution, le téléchargement de la dernière version de kubectl, le déploiement, après la suppression du cluster. Du coup, les deux tâches passent au vert. Et après, oui, donc du coup, j'aurai le déploiement final. Et du coup, une fois qu'on va valider la merge request, on va avoir les deux tâches qui vont se déclencher, donc les deux dernières tâches de release que je vous ai montrées. Donc la première qui va être déclenchée de manière automatique, qui va pousser donc la mise à jour qui vient d'être effectuée, et la deuxième qui est une action manuelle qui nous permet de passer sur la version finale, vraiment accessible pour les clients en fait. Du coup, en termes de temps, on est bon. Je peux passer la main à Christian. Ouais, très bien. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on aura le temps à la fin ou venez sur le stand Antemeta. Alors pendant qu'on change les écrans, je me rapproche pour que la caméra sache qui parle. Donc on a parlé un petit peu d'ADC, donc Arcade Dynamic Cloud, qui est un cloud basé sur OpenStack qu'on opère chez Antemeta. Vous avez vu un tout petit peu de l'interface avec les VM qui se créent là. On est capable de déployer ça chez nos clients. C'est un petit peu la particularité, c'est que on sait venir poser donc une infrastructure complète basée sur du hardware HP avec un très bel OpenStack Red Hat, poser ça chez nos clients et ensuite faire exactement ce que vient de nous montrer Anthony avec un pipeline qui serait capable de déployer du coup des Kubernetes. Alors là, on était sur du Rancher, mais ça pourrait être de l'OpenShift on-prem pour ceux qui se posent des questions d'infras code on-prem et de IaaS on-prem, on est capable de le faire même chez vous. Voilà. Merci. Ok. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est également un petit peu à la suite en fait de ce qu'on a commencé à évoquer en fait ce matin. Donc je vais utiliser en fait
notre infrastructure en fait composable qui est HPE Synergy en fait qui nous permet de la même façon qu'avec des environnements Kubernetes en fait on fait du scale up, scale down en fait de ressources très très rapidement. On va faire la même chose en fait avec HPE Synergy. Donc en fait ce qu'on fournit, c'est des infrastructures, enfin c'est des architectures de référence avec un certain nombre de playbooks en fait Ansible qui permettent d'automatiser en fait toute l'installation en fait de la partie donc tout le control plane en fait de Kubernetes, les master nodes, les worker nodes, etc. Pour la démo en fait spécifiquement, alors, je vais passer. En fait, comment la démo va être articulée. On utilise, en fait, quand je vais me connecter à l'environnement de démo, j'utilise du Red Hat Ansible Tower, en fait, qui va contrôler un certain nombre de playbooks, donc des playbooks de provisioning, de déprovisioning, de scale-up, scale-down de ressources. Derrière, en fait, ces playbooks en fait, vont contrôler en fait, une API qui est une API en fait, HPE qui s'appelle OneView, qui nous permet de contrôler en fait, toute notre infrastructure pour information en fait derrière, on utilise en fait du Redfish, et donc c'est grâce à ça en fait qu'on va à la fois setter en fait tous les compute nodes dont on a besoin. On va pouvoir faire en fait l'installation de l'OS, la configuration, l'installation du stockage, et donc ça va nous permettre en fait de préparer toute l'infrastructure. Et dans un deuxième temps, en fait, ces playbooks vont également installer Red Hat OpenShift. Donc là, je vais switcher dans mon environnement. Je vais me connecter à un environnement en fait dans lequel on a une partie de nos démos. Donc, je vais essayer de. Oups. Alors, moi, j'ai pas de retour. Je vais essayer de réenvoyer mon display. Toc, toc, toc. Je mets vérifier le contrôle. Ça commence. Bon. Voilà. Donc là, j'ai en fait, je suis connecté à un centre en fait de démo qui est situé à Genève où j'ai un ensemble de démonstrations en fait qui sont disponibles. J'utilise en fait donc un environnement sur lequel j'ai donc à la fois l'environnement en fait OpenShift en fait qui est up and running, et là je vais me connecter donc à l'environnement Ansible Tower. Donc apparemment je suis déconnecté, donc je vais me reconnecter. Avec une sécurité maximale. Voilà, donc là j'ai en fait, je suis sur Ansible Tower, je vois en fait, je vais voir un certain nombre de scripts en fait qui sont mes différents playbooks. Donc première opération, en fait, je vais vérifier l'état en fait de mon cluster, quel type de compute node en fait j'ai à disposition. Donc je vais voir apparaître le résultat en fait du script. Et typiquement, il va me dire, bon ben voilà, tu as une configuration relativement simple, donc avec un master node, un worker node, un compute en fait pour toute la partie infra, du stockage sous forme cluster. Donc j'ai mon environnement en fait de départ relativement simple. Par rapport à ça, donc je vais lancer en fait un script qui va m'installer en fait un nouveau worker node.
Alors comme on a vu précédemment, en fait, ça prend un certain temps et même un temps certain. Donc pour pouvoir en fait continuer à vous montrer en fait l'opération, alors je vais vous montrer un petit peu en fait ce qui se passe sur sur une interface OneView où on va voir en fait cette création en fait cette création configuration en fait de ce nouveau serveur. Donc je devrais avoir apparaître voilà un nouveau worker bare metal en fait, et j'ai toute la configuration en fait qui est en train de se déclencher avec tout le setup du worker. Bon, sachant que pour voir la fin de la démonstration où on a en fait donc cet élément qui est prêt, ça prend une quinzaine de minutes, donc je vais switcher en fait sur une partie vidéo en fait pour vous montrer un petit peu en accéléré qu'est-ce qui se passe, en espérant que je vais pas reperdre mon écran. Ah, donc on a la petite vidéo qui montre donc la première étape. Donc on a l'exécution en fait de script Ansible. Alors je vais switcher ça rapidement. En fait, on donne un petit peu plus de détails en fait sur le type de scripts qui sont mis à jour. On se connecte donc toujours à notre interface OneView, en fait, qui permet de voir justement ce qui se passe au niveau des différents serveurs. Donc on va voir en fait toutes les étapes en fait qui s'exécutent sur la partie serveur. Voilà, et à la fin, bon, d'ici une quinzaine de minutes, je pourrais vous montrer donc le serveur en fait qui est complètement configuré. Et donc on a un petit check installation en fait qui, même chose, va lister les compute nodes en fait qui sont disponibles, et on verra apparaître donc au bout d'une quinzaine de minutes ce worker node additionnel. Voilà pour la démo. Ouais. Merci Christian. Peut-être, vu qu'on est un petit peu en avance, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie Service Mesh, Istio, et puis Composable Fabric, là où vous en êtes avec HP, et notamment ce que, alors Tan qui n'était pas dispo aujourd'hui, cette partie démonstration qu'il fait. Tu peux nous en parler un tout petit peu ? Alors j'ai une vidéo, mais j'ai pas accès directement en fait à l'environnement en fait. Donc je vais. Est-ce que en expliquant déjà un petit peu en quoi ça consiste ? Okay. En fait, grosso modo, on a monté en fait une vidéo qu'on a présentée au Red Hat Summit. Et l'objet en fait de la démonstration, c'est de montrer comment, par défaut, en fait, lorsqu'on déploie un nouveau service, on va avoir en fait des policies en fait de placement qui vont être définies par défaut. Et donc on prend l'exemple en fait d'un workload en fait qui est comment dire déployé, et qui est déployé en fait dans un cluster en fait avec un mauvais temps de réponse. Et dans un deuxième temps, en fait, on utilise notre offre en fait Composable Fabric, qui va permettre en fait d'affiner sur quel type de placement en fait on va pouvoir déployer en fait ce worker node. Donc j'ai une petite démo, mais je suis pas sûr qu'elle soit explicite comme ça en 5 minutes, quoi. Enfin. D'accord, mais ça permet au moins d'expliquer que ça existe. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez vu à l'instant sur les démos, par rapport à ce qu'on a pu vous présenter ? Non ?
Je pense qu'il y avait 2 ou 3 autres points qu'on avait mis. Alors on n'avait pas toutes les démos qu'on a pu faire, qu'on aurait espéré faire. Il y en a une moi qui m'intéressait particulièrement, que j'aurais bien aimé faire. Je pensais que les 2 démos, l'exécution était rapide. C'était relatif à un truc qu'on fait chez Antemeta depuis pas mal de temps maintenant, qui est assez sympa. C'est faire tourner du .NET dans des conteneurs Kubernetes, parce que on a un historique avec des gens qui sont très très forts en .NET et qui vont très vite à sortir de la fonctionnalité. Alors je sais que quand on dit .NET, il y a des DevOps qui lèvent les bras au ciel, mais néanmoins, on sort une très bonne qualité de code, et donc on a en prod tout un pipeline qui fournit donc une usine qui publie Portal notamment. Son nom parlait tout à l'heure Anthony, et qui est capable, donc avec un Azure Deploy, qui est voilà, le new gen de Team Foundation Server, et donc un pipeline plutôt teinté Microsoft, qui au final fait son déploiement de .NET Core, donc une application qu'on a réécrit pour .NET Core, qui était en .NET pur, et qu'on a réécrit en .NET Core, puisque comme vous savez peut-être, .NET Core ça tourne très bien en conteneur, donc on fait tourner des grosses applications, on va dire .NET sur du conteneur sur Linux, ce qui est plutôt chouette. Donc voilà, ça c'est un truc. Alors, pas préparé, la démo, on l'a faite la semaine dernière, mais là, on n'a pas regardé pour la faire aujourd'hui. Ça, c'était un point qui était intéressant. Et puis, ce matin, j'ai pas mal échangé avec différents clients. Je pense que c'est un autre point d'intérêt. Là, je change sur un autre sujet, mais qui me disaient, ils ont pas mal de problèmes de performance avec Kubernetes sur la partie stockage. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez observé, je ne sais pas si c'est un problème chez vous. En tout cas, sachez que, alors je suis assez surpris parce que quand je discute avec ces clients, ils me disent notamment quand on est en OpenShift, derrière on est en Gluster, et du coup les performances elles sont comme ci comme ça parfois. Pour autant, nous on a des clients on fait du très gros throughput mais on utilise une méthode un peu différente, à savoir on intègre en CSI les PVC sur des baies de stockage, et ça marche super bien. On a des conteneurs desquels on arrive à sortir 100 000 IO. 100 000 IO et 10 gigaoctets secondes, donc sans problème. Donc par contre, au travers d'un LAN iSCSI, donc si je vous la refais, c'est quand vous créez un PVC, tout simplement, ça va créer une LUN sur une baie de stockage, donc un volume en mode bloc, ou d'ailleurs en NFS, on peut faire la même chose avec NFS, et en fait ça va monter cette LUN via un réseau iSCSI sur le kubelet, et vous allez pouvoir consommer vos PV là-dedans. Et ça marche super bien. Donc j'indiquais aux clients qu'on peut leur faire ça s'ils le souhaitent. Faut savoir qu'à peu près, alors là, je ferme tes oreilles, mais à peu près tous les constructeurs du marché savent faire ça. Si vous avez chez vous avez probablement dans un coin du stockage NetApp ou du stockage HP, EMC, Pure Storage, que sais-je. Vous pouvez, ils ont à peu près tous cette capacité de faire du CSI et de faire l'ISCSI. Donc et en termes de perf, ça fait le travail, quoi. Voilà. Donc même une belle base PostgreSQL qui tape fort, aucun problème. Bon, c'est vrai que si on la met sur un stockage plutôt orienté Gluster ou Ceph, ou plutôt orienté Azure Coding en fait, au final derrière, ça va beaucoup moins vite. C'est parce que c'est pas fait pour faire du transactionnel. En revanche, si vous mettez ça sur une baie de stockage en mode bloc, nous on mesure les perfs, elles sont au nominal de ce qui est capable de sortir la baie. Voilà, des questions sur cette dernière partie? Eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre assiduité. Bon après-midi.